Par exemple, en ce moment, il y a un médicament à base de Viagra mélangé à de la testostérone qui est étudié un petit peu partout en Europe pour les troubles du désir sexuel chez la femme. Il y a finalement assez peu de connaissances et beaucoup de croyances qui influencent notre manière de vivre notre sexualité. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Eh bien, c'est parti alors. C'est parti. Bonjour, docteur Carole Burté. Bonjour. Je suis à Cannes, dans votre cabinet. Merci de me recevoir. Bienvenue. Je suis venue parce que j'étais vraiment hyper intéressée de votre travail, de ce que vous faites. Vous êtes donc médecin spécialiste en médecine sexuelle. C'est ça. Donc vous n'êtes pas gynécologue, c'est différent. Non. Vous êtes plutôt à soigner les hommes, c'est ça? Plutôt andrologue en fait. Oui, je suis andrologue et médecin sexologue. Et donc mon activité, c'est uniquement la médecine sexuelle à titre exclusif, et ceci depuis une 30aine d'années. Vous allez m'expliquer ce que vous faites. Alors, ce que j'ai compris, c'est que contrairement à la plupart des médecins, vous acceptez de prescrire de la testostérone aux femmes. Oui, alors c'est pas l'essentiel de mon activité, mais ça peut arriver effectivement qu'on soit confronté à ce type de prescription dans certains cas particuliers que je veux bien vous expliquer si vous voulez. Mais par ailleurs, la médecine sexuelle, c'est une médecine qui concerne tout ce qui est les dysfonctions sexuelles, bien entendu, mais pas que ça. C'est aussi de la prévention, c'est aussi de l'éducation. Enfin, il y a un champ d'activité qui est énorme, et puis surtout, c'est une médecine qui est complètement transversale et holistique. Et on s'intéresse autant aux aspects psychologiques que organiques, que relationnels, au passé et au présent. Donc ça fait beaucoup de choses. Et dans ce cadre-là, dans certaines indications particulières pour les femmes, on peut être amené effectivement à donner une prescription de testostérone. Et ça peut choquer parce qu'on croit que la testostérone, c'est l'hormone de l'homme, mais c'est aussi une hormone de la femme. Alors moi, je suis beaucoup ce qui se passe sur les groupes Facebook, par exemple, sur la ménopause ou d'autres endroits, ou sur Instagram. Et je vois régulièrement des femmes qui disent « je prends les hormones, je prends des oestrogènes et de la progestérone, j'ai une libido dans les chaussettes et ça n'a pas réglé mon problème ». C'est études ont bien montré ça. Ils ont bien montré que c'était plutôt la testostérone qui avait un effet sur le désir sexuel chez la femme. Donc ça c'est très clair, et ça on le sait depuis en fait très longtemps. C'est pour ça que les femmes qui sont traitées par les traitements hormonosubstitutifs de la ménopause classique, qui incluent les estrogènes et la progestérone, peuvent quand même avoir une baisse de leur désir sexuel. Alors il y a plein de choses là-dedans. Quand une femme vous dit « je suis ménopausée et j'ai pas de désir » et qu'elle consulte pour ça, on va, avant de se précipiter sur un traitement avec de la testostérone ou d'envisager cette possibilité, on va quand même faire une évaluation complète de la situation. Et l'évaluation, c'est les facteurs physiques qui peuvent intervenir, les facteurs psychologiques, les facteurs relationnels, c'est la sexualité du couple, c'est ce qui se passe dans l'environnement de vie d'une manière générale, les soucis, les enfants, les emmerdes, etc., etc. Mais dans quelques cas, on a effectivement une femme qui est ménopausée, qui n'a pas de problème particulier, qui avait une vie sexuelle assez satisfaisante, qui est traitée pour sa ménopause et qui, malgré tout, se plaint d'une baisse de son désir sexuel. L'indication, elle est vraiment là. Elle est vraiment très précise dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans de nombreux pays. D'ailleurs, le seul qui l'est, c'est l'Australie. Pour quelle raison ? C'est parce que les études qui ont été faites là-dessus, en fait, déjà, c'était des petits effectifs. Les populations n'étaient pas vraiment très bien ciblées, comme je viens de vous l'expliquer. Dans ce type de population, on peut vraiment aider. C'est-à-dire que ça recouvrait aussi des femmes qui avaient d'autres dysfonctions, et je ne sais pas si c'est le bon mot, oui, mais qui se retrouvaient donc à avoir des problèmes sexuels qui n'avaient rien à voir, et donc la testostérone n'y pouvait rien. C'est ça que vous voulez dire ? C'est pas ça, mais imaginez, vous avez 55 ans, vous venez d'être ménopausée, vous avez un traitement depuis 2 ans, et puis à côté de ça, vous avez eu, je sais pas moi, un cancer du côlon, vous êtes fatigué, vous avez une charge de travail énorme, vous avez du stress ou une mésentente dans votre couple,
et puis des problèmes encore d'argent ou autre chose, vous n'allez pas avoir beaucoup de désir sexuel, mais c'est peut-être pas la testostérone qui va régler ça parce que c'est beaucoup plus global. Les études qui ont été faites là-dessus et qui ont été publiées de manière scientifique, elles ont peut-être pas allé rechercher précisément les personnes qui potentiellement pouvaient en bénéficier. Ceci dit, on prescrit de la testostérone aux femmes depuis très 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 longtemps. La testostérone, elle a été découverte en 1935 et au moment de sa découverte, on a commencé à en prescrire aux hommes et aux femmes. Mais alors dans tout un tas de situations comme les métrorragies, comme des problèmes de douleur, enfin des tas de causes. Et à ce moment-là, on prescrivait les mêmes doses aux hommes qu'aux femmes. Et on s'est rendu compte surtout qu'elles avaient des effets secondaires, comme la virilisation et une augmentation du désir sexuel. Et puis, à la suite de cette histoire-là, il y a eu des traitements donc, qui ont inclus des injections de testostérone chez la femme. Il y a une trentaine d'années de ça, il y avait des femmes très couramment qui étaient traitées avec de la testostérone. Puis, ça a été complètement abandonné. Puis, on a eu sur le marché un patch à base de testostérone pour les femmes qui a été retiré du commerce, non pas parce que c'était pas bien, mais parce que en fait c'était très peu prescrit en raison du fait que ça concernait que les femmes qui avaient eu une ménopause chirurgicale, c'est-à-dire une double ovariectomie, c'est-à-dire très très peu de femmes finalement. Donc du coup, c'est complètement passé à l'as. Vous voulez dire que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit qui concernait les femmes et qui était un patch ne pouvait concerner que des femmes qui avaient eu cette double opération. Exactement. Et pas les femmes qui se plaignaient simplement de manque de libido malgré les hormones oestrogène, progestérone. Voilà, exactement. Donc il n'y avait pas de marché en fait pour le médicament. Exactement, et donc il n'y avait pas de marché, du coup il a été retiré. Et puis, à part quelques personnes qui vraiment travaillent dans le monde de la médecine sexuelle, finalement, l'idée était passée un peu à la trappe. Et depuis une vingtaine d'années, il y a énormément de recherches qui sont faites là-dessus. On a vraiment des niveaux de preuve, ce qu'on appelle les niveaux de preuve, c'est-à-dire la qualité des articles et publications scientifiques qui sont suffisants aujourd'hui pour pouvoir dire que ça peut avoir une bonne indication. Donc, il y a 4 ans de cela, il y a 10 sociétés savantes de médecine sexuelle, de médecine de la ménopause, de gynécologie, d'endocrinologie, qui se sont réunies et qui ont publié un consensus international, multidisciplinaire, pour dire qu'effectivement, ça pouvait avoir une bonne indication. Et de là, il y a une société internationale qui s'intéresse aux problématiques sexuelles féminines, qui s'appelle l'ISWITCH, ISSWSH, qui a publié des recommandations. Donc aujourd'hui, on a des recommandations internationales, pas nationales mais internationales, mais on s'y appuie forcément, puisque c'est opposable à tous les praticiens, qui disent que la testostérone a une indication pour traiter les troubles du désir sexuel de la femme ménopausée. Est-ce qu'il y a des sociétés savantes françaises qui y ont participé? Non, malheureusement non. Elles n'ont pas voulu? Elles n'ont peut-être pas été sollicitées déjà et elles ne sont pas trop allées chercher non plus le travail parce que chacun a son centre d'intérêt. Par exemple, en ce moment, il y a un médicament à base de Viagra mélangé à de la testostérone qui est étudié un petit peu partout en Europe. La France n'a pas été retenue pour faire les études. Et c'est un médicament qui soigne les hommes ou les femmes, ça? Pour les troubles du désir sexuel chez la femme. Donc un mélange de Viagra et de testostérone. Exactement. Et ça rajoute quoi, le Viagra, par rapport à la testostérone seule? C'est quoi? Alors, c'est pas du tout la même chose. Le Viagra, c'est un médicament qui va agir plutôt sur l'excitation. Par exemple, chez l'homme, ça va améliorer l'érection. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il a une érection, il fabrique automatiquement des substances chimiques dans son corps qui vont freiner son érection et on va inhiber ces facteurs-là. Chez la femme, les études qui ont été faites sur le Viagra, elles étaient très, très contradictoires parce que là encore, on y avait mis des femmes qui n'avaient pas de désir. On y avait mis des populations de femmes qui n'étaient pas vraiment homogènes. Et du coup, les études qui ont été faites à la base ont conclu que le Viagra, c'est pas bon pour les femmes. D'autres études plus récentes ont montré qu'une femme qui avait un niveau d'hormones qui était correct, dont la testostérone, pouvait avoir un avantage à prendre du Viagra pour l'excitation, c'est-à-dire la lubrification, c'est-à-dire l'excitation physique. C'est-à-dire que le Viagra fonctionne pour les hommes et pour les femmes de la même manière et peut avoir le même avantage à être pris pour le même résultat? On peut pas dire vraiment ce résultat, mais oui, pourquoi pas. Et en tout cas, cette étude-là et ce produit-là, qui, je pense, sera commercialisé dans les années qui viennent, probablement. Il est encore en phase d'étude, c'est déjà bien avancé, on va dire.
associe les deux et je pense que c'est la bonne association. Le tout, c'est de trouver la bonne indication. Vous le prescrivez pas actuellement le Viagra aux femmes ou vous le faites déjà? Très, très occasionnellement. Ah oui, vous le faites, ça Très, arrive. très occasionnellement, mais ça peut arriver également. Du coup, cette testostérone, vous en donnez quelle dose aux femmes pour pas qu'elles aient des poils partout? La testostérone, c'est une hormone qui existe à l'état naturel chez la femme, avec des taux de testostérone circulants qui sont quasiment équivalents au taux d'estradiol circulant. Donc, on en a de la testostérone Ouais. tout le temps. L'objectif, c'est Par pas rapport aux hommes, on en a combien? 10% environ. 10% Voilà. de ce que les hommes ont. Dans la Voilà. période fertile, là, vous êtes en train de dire, hein? Voilà, avant la ménopause. D'accord. Donc, si on fait un traitement, l'objectif, c'est d'apporter à la femme un taux de testostérone qui soit équivalent à ce qu'elle avait avant la ménopause, avant les problèmes liés aux dérèglements hormonaux, même de la périménopause, donc la femme d'âge moyen, on va dire. En gros, ça correspond, si vous voulez, à 300 microgrammes par jour de testostérone pour avoir ce niveau à peu près équilibré. Moi, ce que je constate dans mon corps aujourd'hui, j'ai 46 ans, j'ai pas de pilule, donc j'ai vraiment un cycle naturel. C'est qu'au moment du pic d'œstrogène, le pic de fertilité, là, 15 jours après le début des règles, quand il y a l'ovulation, avant, j'avais un pic de libido qui était vraiment très net. Enfin, je veux dire, dans ma trentaine, dans ma quarantaine, je le ressentais, enfin, il n'y avait pas de doute. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus discret. Alors, il y a quelque chose, c'est différent du reste du cycle, mais c'est devenu beaucoup plus discret. Est-ce que ça veut dire que la testostérone pourrait m'apporter quelque chose? Alors, non. Franchement, non. Si vous n'êtes pas ménopausée, je ne pense pas. Encore faudrait-il faire un dosage, parce que c'est sûr qu'on peut aussi se retrouver en hypotestostéronémie si on est une femme également. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si on en prescrit, il faut toujours faire un dosage avant pour être sûr de ne pas en donner à quelqu'un qui en aurait trop, parce qu'à ce moment-là, on va viriliser. Sinon, on virilisera pas. Donc, je ferme la parenthèse. Dans votre cas, non. Alors, quand même, il a été montré depuis très, très longtemps dans l'évolution des espèces que le désir sexuel était quelque chose qui n'était pas forcément très influencé directement par les pics hormonaux. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans le désir sexuel et ça peut, certaines femmes vous disent effectivement ce que vous m'avez dit, d'autres vous diront ben moi c'est juste avant les règles, c'est terrible, j'ai tout le temps envie. Il y en a plein qui vous disent non, non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit aussi net que ça. Après, c'est un peu l'idée aussi qu'on s'en fait, c'est un peu la culture, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses dans la sexualité. Il y a finalement assez peu de connaissances et beaucoup, beaucoup de croyances qui influencent notre manière de vivre notre sexualité. Vous parlez de libido. Aujourd'hui, on ne parle pas de libido. La libido, c'est un terme de psychanalyse qui signifie énergie. C'est pas l'envie sexuelle. L'envie sexuelle, c'est le désir sexuel. Il faut utiliser le mot désir sexuel. Je pense qu'il est important quand on parle des questions comme ça, qui en plus sont des questions sensibles et dans lesquelles la plupart des gens ne sont pas vraiment à l'aise, d'employer les bons mots, d'être un peu précis. D'accord, désir sexuel. Oui. Allons-y. Allons-y. On va assumer. Désir sexuel. Mais oui. Alors, redites-moi un petit peu. Donc, vous considérez qu'une femme qui est sous hormones a encore des problèmes de libido, de désir sexuel, elle a une solution grâce à la testostérone. Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a un risque de cardiovasculaire? Est-ce qu'il y a un risque de démence? Enfin, tous ces risques-là de cancer du sein? Voilà. Dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a pas de gros risque à faire ça, mais à préciser que les études qu'on a dans ce domaine ont peu de recul. Les études de durée les plus longues, c'est à peu près 2 ans. Donc, on peut dire qu'au bout de 2 ans, c'est safe, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver sur le plus tard? On ne sait pas. Mais bon, moi, j'ai quand même un certain nombre d'exemples de patientes qui vont très, très bien aussi. Et que vous traitez depuis plus longtemps que 2 ans? Et que je traite depuis plus longtemps que ça. Il y a eu beaucoup de discussions au sujet des traitements de la ménopause, même le traitement hormonal classique. Il y a eu une espèce d'hormonophobie suite à des études qui étaient absolument alarmistes, qui montraient qu'on augmentait le risque de cancer du sein dans des proportions abominables, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont montré au contraire que le rapport bénéfice-risque était évidemment plus en faveur du bénéfice que du risque. Mais celles-là, elles n'ont pas été trop relayées. Du coup, les femmes, elles ont, dans un même mouvement, comme elles ont abandonné la pilule, elles ont abandonné les traitements hormonaux de la ménopause. Et du coup, elles vivent des ménopauses qui sont affreuses parce que la transition de la ménopause et les états d'après, c'est pas rigolo sans les hormones. Parce qu'aujourd'hui, une femme, elle vit un tiers ou 40% de sa vie sans ses hormones.
parce que le fait de manquer d'hormones, outre l'ostéoporose dont on parle tout le temps, c'est quand même quelque chose qui n'est pas agréable pour l'appareil génital, pour la fonction génito-urinaire, pour l'état général, l'aspect physique, l'état de la peau, etc. Il a été montré aussi qu'il y avait moins de cancer du côlon, par exemple, chez les femmes qui prenaient un traitement hormonal de la ménopause. Donc aujourd'hui, on a d'un côté la vieille hormonophobie qui fait que les femmes, elles sont un peu laissées de côté. D'autre côté, l'image qui est véhiculée de la ménopause, à savoir: «Ah ben j'ai 3 petites bouffées de chaleur, youpla, je vais aller m'éventer» et puis inversement, bah, voilà, des femmes qui sont en souffrance et qui bénéficieraient de traitements bien adaptés. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, bien sûr, mais de traitements bien adaptés qui pourraient leur permettre de continuer encore à être, à se sentir femme, quoi. Parce que ce que vous entendez de la part des patientes, c'est, «Je suis plus une femme, je suis morte en bas», enfin des choses qui sont très, très dures, quoi. C'est ce que vous entendez de la part de vos patientes? C'est ce qu'on entend, bien sûr. Ouais, ça fait mal d'entendre ça, en fait. Ça fait très mal d'entendre ça. Il y a des pétitions aujourd'hui sur internet. Allez signer les pétitions pour que les femmes, soient traitées, mais l'idée de traiter, c'est pas de donner du médicament. L'idée, c'est d'être écoutée et l'idée, c'est de trouver, des solutions qui soient parfaitement adaptées à chaque cas particulier, avec des traitements qui ne doivent pas être uniformes avec la même dose pour tout le monde. Il faut vraiment que ce soit un truc qui soit vraiment individuel. Voilà, ça bouge un peu de ce côté-là et moi j'essaye d'y participer. Voilà, et tout ça pour vous dire que, en fait, c'était une question, votre question, portait sur la durée du traitement, sur le recul, et cetera, et cetera. Il y a quelques années encore, on disait: «Ah, le traitement de la ménopause avec les hormones, on veut bien, mais prudemment et pendant 5 ans». Et bing, au bout de 5 ans, les nanas, elles se retrouvaient avec les bouffées de chaleur, les inconvénients, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, on est beaucoup plus modéré, hein, les recommandations, des sociétés. Alors, en France, on a la GEMVI, c'est le groupement d'études de la ménopause et du vieillissement qui a fait vous avez une très beau papier sur le site, absolument ouvert à tout le monde, pour justement concernant ces recommandations. Et là, on est plus souple. On commence à dire si le traitement est bien toléré, s'il n'y a pas de contre-indication, ben, on peut se permettre de continuer. Avis? On continue. Voilà, moi j'ai vraiment vu toute ma carrière des patientes qui avaient des hormones depuis très, 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 très longtemps. D'autres qui arrêtaient très vite, d'autres qui n'en avaient pas du tout. Mais enfin bon, vraiment, c'est au cas par cas, c'est vraiment individuel, mais il ne faut pas se sentir dans une espèce de limitation où c'est telle dose pour toi et c'est la même pour la voisine, et puis c'est 5 ans et pas une semaine de plus, et ainsi de suite. Je crois que maintenant, vraiment les collèges de gynéco, le GMV, tout ça, ils sont beaucoup plus cool, par rapport à ces frontières-là. Alors, pour revenir aux risques liés à la testostérone, est-ce que pour les hommes, il y a un risque particulier? Alors pour les hommes, ça c'est un autre sujet. Alors là, si toutes les femmes, dès qu'elles sont jeunes filles, elles savent qu'un jour elles vont être ménopausées, les hommes, quand ils commencent à manquer de testostérone, mais ils tombent des nues parce qu'à aucun moment ils pouvaient s'imaginer qu'ils allaient pouvoir manquer de testostérone. C'est terrible. Donc oui, ça existe. Ça s'appelle pas andropause parce que là aussi, il faut mettre les bons mots sur les bonnes choses, parce que pause, ça veut dire stop. Andros, ça veut dire l'homme. Andropause, ça voudrait dire ménopause de l'homme. Or, l'homme, il est jamais ménopausé. Pourquoi? Parce que ça s'arrête jamais complètement. Mais par contre, la testostérone diminue avec l'âge de manière progressive. Et chez certains hommes, la testostérone devient réellement trop basse à un certain âge, qui, comme par hasard, est à peu près celui de la ménopause des femmes. Et donc, on parle aujourd'hui de déficit en testostérone, qu'on va pouvoir compenser s'il n'y a pas de contre-indication, bien entendu, hein, comme chez la femme d'ailleurs, hein, on n'a pas parlé de ça, mais important d'écarter les contre-indications. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate, le cancer du sein, le désir de paternité, ça c'est des vraies contre-indications. Mais sinon, on peut supplémenter avec de la testostérone. Alors les études montrent que ça n'augmente pas le risque d'avoir un cancer de la prostate. Les études ont montré d'ailleurs que, en général, en cas de cancer, plus la testostérone est basse, plus le cancer est agressif. Mais on n'augmente pas le risque en prenant de la testostérone. On n'augmente pas le risque cardiovasculaire et même on aurait plutôt tendance à l'améliorer, étant donné que la testostérone agit sur l'équilibre entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Et donc un homme qui a suffisamment de testostérone, il va perdre son petit ventre, il va avoir un peu plus de tonicité, il va se bouger un peu plus, il va être dans un espèce de cercle plus vertueux que de rester à somnoler à la sieste après le déjeuner. Et donc, du coup, ben, ça a plutôt tendance à diminuer le risque cardiovasculaire. Le seul risque du traitement par la testostérone, c'est avec certaines formulations surtout, comme les voies injectables,
augmenter le taux de l'hématocrite, c'est-à-dire le pourcentage de globules rouges dans le sang. Et si on a une hématocrite qui est un petit peu trop élevée, ça peut favoriser les thromboses chez certaines personnes. Enfin, ça, on le gère, on diminue les doses, on arrête un peu le traitement, on fait ce qu'on appelle des phlébotomies. Enfin, voilà, c'est pas un risque vital de maladie particulière. Et là, effectivement, les études scientifiques sont des études de recul quelques années. Et là, l'expérience du clinicien peut compter. Moi, j'ai des patients qui sont traités depuis 10, 15, 20 ans et je ne les vois pas avoir plus de cancer de la prostate, par exemple, ou de problématiques de santé, et même plutôt moins. Pour revenir sur les études dont vous parlez pour les hommes, elles sont anciennes, d'après ce que j'ai compris. Et les études dont vous parlez pour les femmes, elles n'ont que 2 ans d'ancienneté. Elles n'ont pas 2 ans d'ancienneté. On étudie ça depuis 20 ans. Par contre, les personnes qui ont été étudiées dans les études pendant le plus longtemps, c'est-à-dire la durée de l'étude elle-même, et pas depuis le temps qu'on fait des études, c'est effectivement 2 ans. Mais je me demande, étant donné qu'actuellement on découvre à quel point la médecine est genrée et les études cliniques ont été genrées et ont pris comme modèle le masculin, sans se rendre compte que le modèle féminin n'était pas réplicable et que finalement il fallait tout faire en double, je me demande s'il n'y a pas un risque quand même sur la testostérone, parce que c'est pas parce qu'on l'a testé sur les hommes qu'on a le recul suffisant pour y aller à fond sur les femmes. Je pose la question vraiment. Très bonne question qui pose vraiment la question de la société actuelle. Est-ce qu'on ne fait rien parce qu'on a peur qu'il se passe quelque chose, ou bien est-ce que de temps en temps on tente quelque chose et puis voilà. Ceci dit, vous savez, même si le truc est genré, effectivement, on a plus étudié chez les hommes, etc. Fondamentalement, d'un point de vue physiologique, hommes et femmes, on n'est pas si différents. Pendant très longtemps, par exemple, on a extrapolé à l'homme le modèle animal. Et ça choquait personne. Donc, moi, je crois qu'on ne prend pas un risque à dire qu'effectivement, on n'est pas dans la prise de risque majeure à donner 300 microgrammes de testostérone à une femme qui, d'ailleurs, les a toujours eues toute sa vie, quoi. Voilà. Aussi, quand on parle d'effets secondaires, on parle de médicaments. Un médicament, en soi, c'est une substance étrangère à l'organisme qu'on va ingérer. Les hormones, c'est des substances endogènes. C'est-à-dire qu'on doit les avoir pour avoir un équilibre. Si on ne les a pas, on a moins d'équilibre et on en apporte pour compenser. Quand vous disiez injectable, c'est différent des patchs et des crèmes ? Oui, alors chez la femme, il y avait ce fameux patch qui a été retiré du commerce. Aujourd'hui, chez la femme, en France, on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais on peut employer un gel qui est un gel donc transdermique, qui est formulé au départ pour l'homme, et on l'utilise à 1/10 de la dose de l'homme. Donc, c'est quelque chose qu'on applique sur la peau et qui pénètre au travers de la peau. En gros, c'est une goutte de produit. C'est vraiment très, très peu pour justement éviter les effets secondaires éventuels de virilisation. Chez l'homme, on a 2 formulations. On a une voie donc transdermique, celle dont je viens de vous parler. Alors là, avec des doses évidemment beaucoup plus fortes que chez la femme, forcément. Et on a une forme injectable. On a la possibilité d'injecter de la testostérone, et en particulier avec un produit qui utilise des formes retard, avec un effet, si vous voulez, avec une espèce de cinétique d'action. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une injection, on va augmenter énormément le taux de testostérone au bout de 4-5 jours, par exemple. Puis le taux va diminuer progressivement dans l'intervalle. Et l'intervalle des injections, c'est à peu près 3 semaines en général. Voilà, et c'est probablement plus ces formulations qui vont amener des pics de testostérone qui peuvent éventuellement agir sur les taux d'hématocrite. On a une 3e formulation aussi chez l'homme, qui est une forme beaucoup plus retard, puisqu'on fait une injection tous les 3 mois. Et là, avec des taux, par contre, qui sont plus stables. C'est pas tout à fait la même chose. Et on n'a pas de forme orale. Ça n'existe pas. Avant, on avait un vieux produit qu'on n'a plus prescrit depuis des années et des années, qui finalement a été retiré du commerce parce qu'il fallait en prendre beaucoup. Si on voulait que ça marche, il fallait que ce soit au cours d'un repas avec des matières grasses. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, ça, c'est pas prescrit. Et pour notamment les oestrogènes, on se rend compte qu'il ne faut pas prendre une forme orale, mais au contraire une voie transdermique. Oui, c'est la même chose ? Oui, le traitement hormonal classique chez la femme, effectivement, avec la progestérone micronisée. Et après, justement, ça permet de pouvoir l'adapter exactement à la situation. Alors vous, ce que vous prenez, c'est une trithérapie, en fait. Ça me fait penser au VIH quand je prononce le mot trithérapie. Je prône la trithérapie. Et même la quadrithérapie. Parce qu'il y a un truc dont on n'a absolument pas parlé, c'est les problèmes d'atrophie vulvo-vaginale. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Le SGUM. Le SGUM, le fameux SGUM, qui peut... Alors, il faut voir que les muqueuses vaginales et vulvaires
sont de même origine embryologique que la vessie. Ce qui fait que lorsqu'on a une carence hormonale locale, en fait, on peut avoir des symptômes urinaires et des symptômes sexuels. Du point de vue sexuel, c'est la sécheresse, qui n'est pas vaginale essentiellement, mais qui est plutôt vulvaire. Ça fait mal aux femmes à l'entrée, ça les gratte, ça s'est desséché, etc. Et sur le plan urinaire, ça peut favoriser, par exemple, les infections urinaires à répétition ou bien l'incontinence urinaire. Les femmes peuvent être parfaitement bien traitées pour leur ménopause avec tout ce qu'il faut et souffrir quand même de sgum. Et ça, c'est quasiment une femme sur deux. Donc, ma quadrithérapie y associe une hormonothérapie locale avec une crème. Et cette crème, à la limite, traiter le sgum, c'est la base de la base. Les femmes qui ne veulent pas prendre d'hormones, qui ne peuvent pas parce qu'elles sont contre-indiquées, on leur interdit, au minimum avoir un petit traitement local sous forme d'une crème qu'on passe au niveau de la vulve, un petit peu dans le vagin, de manière régulière. Ça, c'est pas contre-indiqué, même souvent, même s'il y a antécédent de cancer du sein, etc. Et ça apporte du confort. Et c'est un traitement qui s'intègre au traitement notamment des cystites à répétition chez la femme. Ce sont des oestrogènes locaux, c'est ça? Estrogènes locaux. Et c'est une crème qui sent bon, ça? Qui sont bons, pas trop, enfin, qui est neutre. C'est une crème qui est neutre. Les femmes, spontanément, vont pas aller avouer « Ah là là, ça me gratte, ça me gêne, etc. » Ou bien « Je fais des cystites comme ça tout le temps. » Ou bien « La pénétration est douloureuse. » Elles vont pas le dire forcément. Comme il n'y a pas de demande, elles vont pas être écoutées là-dessus. Et spontanément, c'est vrai qu'on leur prescrit pas toujours ces traitements-là. Et donc, faut vraiment aller le rechercher parce que c'est pas qu'une affaire de sexualité. C'est aussi une affaire de confort. C'est une affaire que ne plus pouvoir mettre un pantalon serré, par exemple, c'est quelque chose qui est très gênant. Être embêté parce qu'on a du désir, mais on ressent pas de lubrification, c'est très gênant, même d'un point de vue des sensations, si vous voulez. Et donc, ce sgum, il faut vraiment s'en occuper. Est-ce que du calendula, ça fait le même effet? Non. C'est pas C'est pas tout à fait pareil. Ce sera un topique local. Si on utilise des gels à base d'acide hyaluronique, ce sont des topiques qui ont un effet hydratant également. Ça, c'est très bien aussi, en complément. Mais la muqueuse qui se dessèche va repousser sous l'action des hormones locales. Après, on a d'autres traitements comme les lasers, les radiofréquences, etc., qui peuvent être utiles chez les femmes qui, effectivement, ont des grosses atrophies. Mais le cas le plus fréquent, c'est la dame est dans sa ménopause ou est ménopausée depuis peu de temps. Elle a un traitement, mais quand même, elle est gênée avec ces problèmes-là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est irréversible? Moi, j'ai entendu parler de ça, de femmes qu'on dit à partir de 65, 70 ans, si ça fait trop longtemps, la vulve s'est trop refermée, trop desséchée et c'est compliqué de revenir en arrière. Oui, c'est compliqué, mais pas impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du laser, justement, c'est ça la bonne solution? On peut faire du laser, on peut faire de l'hormonothérapie locale, on peut, si les parois vaginales, dans certains cas, par exemple après certains cancers, etc., sont un petit peu collées, on peut employer des dilatateurs, par exemple. Voilà, il faut voir que le vagin, c'est un conduit. Et que ce conduit, il faut qu'il reste un conduit. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir comme une autre partie de son corps. Je constate aussi toujours sur les réseaux, les messages que je reçois, les discussions que j'ai, que beaucoup de femmes me disent que le désir sexuel pour elles c'est fini, que ça les intéresse pas en fait. Elles sont pas dans un regret de ça. Et donc elles ont pas le désir de soigner quelque chose. Elles considèrent qu'elles ont juste tourné la page de leur vie sexuelle et que ça leur va très bien, elles mettent leur énergie ailleurs et elles en souffrent pas. Et moi quand je les écoute, j'ai quand même tendance à me dire c'est dommage en fait. C'est quand même dommage. Alors je sais pas si j'ai tort de vouloir imposer quelque chose aux autres, mais je me dis peut-être quand même que leur psychisme est dirigé par leur corps, en fait, plutôt que l'inverse. Oui, alors, et leur psychisme est très dirigé par plein d'autres facteurs. Et la sexualité, c'est un comportement qui met en jeu, des artères, des veines, des hormones, tout ce qu'on veut, mais sous l'influence de l'éducation, de la culture et évidemment de la société. Et hommes et femmes, on est très très peu différents, sauf que les hommes, depuis toujours, pour eux, la sexualité est une chose valorisée et toute la société valorise la sexualité de l'homme. Toute la société stimule l'imaginaire de l'homme, alors que les femmes, depuis toujours, on leur dit « tu fais ton devoir conjugal, tu regardes les pampilles du lustre et tu attends que ça passe et tu es là pour faire des enfants ». Donc ça veut dire que collectivement, depuis toujours, les femmes ont cette idée que le sexe est une affaire d'homme, que l'homme a des besoins alors que la femme pas du tout, et qu'après la ménopause, ma foi, c'est fini. Et elles ne s'investissent pas réellement dans leur vie sexuelle. C'est plutôt quelque chose qui est
vécu en écho de la sexualité de l'autre, plutôt que de prendre en main sa propre vie sexuelle pour soi, pour son plaisir, etc. Or, Dieu merci, c'est un petit peu en train d'évoluer, mais à petits pas. Et je pense que c'est plus une affaire psychique, effectivement, mais liée à plein de facteurs qui sont des facteurs pas évidents. Et c'est vrai que quand on a construit toute sa vie en se disant le sexe, c'est pas important, ah ben tant pis, et qu'on se retrouve avec cette petite différence que fait le manque d'hormones, et qu'on se dit, bon, j'y pense plus trop, qu'à côté, on a un homme qui est vieillissant aussi, ou pas très attractif non plus, que la sexualité n'a pas été un sujet dans le couple, parce que les gens, ils parlent pas beaucoup de sexualité entre eux, ils font pas évoluer leurs pratiques, il y a des routines, il y a tout ça. Au bout d'un moment, bah, ça donne plus envie, parce que le sexe, c'est un peu comme la nourriture, et puis voilà, si on mange quelque chose de bon, on a envie de recommencer, et sinon, c'est pas le cas. Et donc, du coup, elle laisse tomber. Et comme elle s'investit sur plein d'autres choses, ben, la petite case qui était réservée à la petite part de sexualité, elle disparaît complètement. C'est comme quand le vagin se referme parce qu'il ne se passe plus jamais rien. Chez les dames très âgées qui ont beaucoup de carences hormonales, chez certaines personnes qui ont eu certains traitements et ainsi de suite. Et donc, la question, moi, je suis alors 100% d'accord avec vous, c'est tellement dommage de passer à côté de ça, de ne pas cultiver un peu son désir, son imaginaire et tout ce que représente la sexualité. Parce que la sexualité, on dit toujours faire l'amour, alors faire ça, telle position, tel truc, machin et tout. Mais la sexualité, c'est pas ça. La sexualité, c'est un moment qu'on vit intensément, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est un moment de bien-être. Et il y a peu de choses qui remplacent ça quoi, dans la vie. Alors c'est quand même un peu bête, effectivement, de se dire ah bah je laisse tomber, tant pis. Alors les femmes consultent très peu. On considère que 40% des femmes ont très peu de désir sexuel, ce qui est absolument énorme. Et dans toutes les enquêtes qui ont été faites sur ce sujet, toutes les enquêtes, mais il y a très peu de femmes qui consultent. Et quand les femmes consultent, c'est très souvent parce qu'elles sont en situation de difficulté de couple, parce que leur compagnon se plaint, parce qu'il se sent frustré, et pour lui faire plaisir ou pour sauver leur couple. Et donc finalement, très peu de femmes consultent dans cet état d'esprit de se dire « Oh, qu'est-ce que j'ai plus envie, avant j'avais envie, ça me manque, ça me faisait du bien ». Alors qu'un homme qui, lui, va pas avoir d'envie, tout d'un coup, là, il va consulter parce qu'il va considérer que c'est pas normal. Que c'est une atteinte à sa virilité, c'est ça que vous disiez tout à l'heure. Non, parce qu'il se trouve bizarre et parce qu'il se dit qu'il y a quelque chose de pas normal. Alors qu'une femme va considérer que c'est normal. Voilà, mais une femme, si vous voulez, les femmes, elles sont dans une espèce d'acceptation. Elles sont ados, elles savent qu'elles vont être ménopausées. Et puis là, c'est ah oui, c'est la ménopause. Et de là, on véhicule tellement de choses là-dessus, et y compris dans les médias et partout. Ah bah oui, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, ma copine, c'est pareil. Bah oui, forcément, étant donné la fréquence du truc. Oui, ma copine, c'est pareil. Et puis l'autre, c'est pareil. Et donc, ça doit être comme ça et c'est normal. L'homme, lui, non, pas du tout, parce que déjà, il ne sait pas qu'il risque d'avoir des problèmes hormonaux. Il sait pas, un homme ne sait pas que, passé un certain âge, pour avoir une érection, il faut une stimulation un petit peu plus forte. Et de là, il se retrouve pas avec son érection, là, craque tout de suite en se déshabillant. Il se dit qu'est-ce que j'ai. Quand il se dit qu'est-ce que j'ai, il commence à avoir des pannes. Et quand il a des pannes, il a peur, et ainsi de suite. Mais l'homme, lui, il s'attend à rester dans son intégrité. Et donc, du coup, quand c'est pas le cas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter, lui. Et alors, est-ce que vous recevez des couples? Oui, je reçois aussi des couples, bien entendu, parce que la sexualité, c'est une affaire d'hommes, de femmes, mais de couples aussi. Et que très souvent, le problème, c'est le couple. Et très souvent, le problème, c'est la sexualité dans le couple. Parce que justement, on ne se parle pas, parce qu'on ne fait pas évoluer les choses, parce qu'il n'y a pas de jeu, parce qu'il n'y a pas de vraie intimité érotique. La dame, elle a, je ne sais pas, comme on a dit, 50 ans, quelque chose comme ça. Ils sont en couple depuis 20 ans. Et puis depuis 20 ans, ça se passe toujours le dimanche matin parce que c'est là qu'ils ont du temps, avec toujours les mêmes gestes et de la même manière, etc. À la longue, c'est forcément bof, quoi. Et à partir de là, on peut pas avoir envie de quelque chose qui est pas pimenté, qui fait pas plaisir et qui est pas un peu waouh de temps en temps, quoi. Et alors, du coup, vous soignez les deux? Ou est-ce que vous vous retrouvez avec un homme tout requinqué grâce à la testostérone et une femme qui prend pas les hormones parce qu'elle a des préjugés, on va dire? Ouais, alors ça, c'est tout le concept qui se développe un peu aujourd'hui, de penser non pas andropause, ménopause, mais plutôt de penser couple-pause. Pas la pause du couple, mais couple-pause, c'est-à-dire le moment où le couple va traverser cette période de modification hormonale. Parce qu'il faut faire très attention, parce qu'effectivement, on peut, et ça arrive très souvent, et ça m'arrive très souvent,
donner des traitements, par exemple, à un homme qui lui retrouve sa virilité, a l'impression d'avoir rajeuni et il est en pleine forme. Et face à lui, il a une dame qui, elle, ne veut pas être traitée. Et donc, du coup, le couple arrive à une forme de déséquilibre parce qu'il s'était habitué depuis un certain temps dans un espèce de ronronnement où, ma foi, t'as pas trop envie, c'est pas grave, moi, de toute façon, ça marche pas bien, etc., etc. Et tout d'un coup, on a un homme qui, lui, a rajeuni face à une personne qui, elle, eh bien, elle est dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, ah ben, c'est normal, moi, à mon âge, etc., la ménopause et tout. Et donc, ça peut être embêtant et c'est pour ça qu'il faut essayer de voir quand même les couples parce que même si les femmes veulent pas forcément ni consulter ni quoi, au moins avoir des informations. Mais on peut avoir aussi la situation inverse et j'ai vu dans ma carrière beaucoup de fois, très souvent, des femmes qui, elles, étaient en pleine forme et elles amenaient leur mari parce que en me disant, bah, je pense que lui aussi, il a une pause, hein, c'est pas possible hein, parce que je me retrouve un petit peu là-dedans. Et donc, vous soignez le mari dans ce cas-là? Et donc, on essaie de le traiter aussi. Donc, en fait, cette idée de couple oppose, en fait, c'est vraiment d'arrêter de considérer l'individu tout seul dans tout ce qui est la sexualité et l'intimité. C'est pas l'individu tout seul, c'est l'individu, c'est la personne qui est avec et c'est les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Donc, c'est intéressant dans tous les cas de voir les couples. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut changer en France? Parce que là, actuellement, quand vous prescrivez aux femmes de la testostérone, vous écrivez sur l'ordonnance hors autorisation de mise sur le marché, c'est ça? Exactement. Qu'elles soient au courant. Oui, absolument, mais je leur dis. Et de toute manière, voilà, parce qu'on a un devoir d'information, hein, on ne fait pas n'importe quoi. J'étaye un petit peu ma prescription, évidemment. Aujourd'hui, il y a un seul pays dans le monde qui a l'autorisation officielle, c'est l'Australie. Effectivement, peut-être que dans le futur, ce serait intéressant que les pays européens, dont la France, puissent l'avoir aussi pour qu'on soit plus dans la légalité, entre guillemets. Mais enfin, comme on a quand même des consensus et des recommandations internationales, on est beaucoup plus à l'aise de le faire aujourd'hui qu'on pouvait le faire il y a 10 ans. Je vais poser une question parce que j'ai posé cette question-là à un médecin. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une femme développe un cancer de je sais pas quoi, revienne vous voir 3 ans, 5 ans après le début du traitement et vous dise mais en fait, je viens de découvrir que c'était à cause de la testostérone que j'avais ce cancer. Oui, alors cette personne, il faudra qu'elle le prouve. Le problème, c'est qu'on peut avoir mal à la tête et mal aux pieds et les deux ne sont pas forcément liés. Et en l'absence de preuves, on ne sait pas. Moi, vous pensez bien qu'en tant que médecin, jamais de la vie, j'irais prescrire mais quoi que ce soit si j'avais un doute quelconque sur là-dessus. C'est juste pas possible. On est là pour soigner, on n'est pas là pour rendre malades les gens. Et aujourd'hui, si je vous explique bien les recommandations, les consensus internationaux, la littérature scientifique, etc., c'est parce que tout ce qu'on fait, normalement, c'est basé là-dessus. La médecine d'aujourd'hui, enfin la médecine qu'on devrait faire tous, c'est la médecine basée sur les preuves scientifiques, compte tenu de l'expérience du praticien, qui compte aussi quand même beaucoup, et personnalisée à l'individu. C'est les 3 piliers de la médecine, normalement. Et donc, effectivement, moi, je le fais avec toute la conscience que je peux avoir liée aux trucs scientifiques. Peut-être qu'effectivement, dans X années, un jour, on va découvrir que quelque chose, effectivement, peut... Et là, c'est toute la responsabilité médicale. Et ça, voilà. Mais on pourra toujours dire, dans l'état des connaissances de cette époque-là, on ne pouvait pas dire qu'on allait risquer quelque chose. Mais c'est valable pour tout, hein, tous les médicaments, et on le voit tout le temps, hein, les scandales, le Mediator, le machin, etc., etc. Quand il y a eu la Levothyrox et tous ces trucs-là, on a des réflexions de posteriori sur quelque chose qui s'est passé trop antérieurement, en fait. Oui, bah oui, n'importe qui peut se plaindre de n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez des gynécologues qui prescrivent de la testostérone à leurs patientes en même temps que les autres hormones? Bien sûr, et les gynécologues sont autorisés à prescrire de la testostérone. Alors la prescription de la testostérone, du moins la primo-prescription, c'est-à-dire la première, en France, elle est encadrée. Elle est encadrée, réservée aux urologues, aux endocrinologues, aux gynécologues et aux andrologues spécialistes de la reproduction. Dont vous faites partie? Oui, andrologie. Et ça a été quelque chose qu'on a discuté en haut lieu, parce que la notion de l'andrologue pouvait prescrire de la testostérone, elle est nouvelle dans le Vidal, il y a quelques années. Donc, parmi les choses qu'il faut changer ou qu'il fallait changer, moi, je me suis vraiment battue pour changer ça, parce qu'un gynécologue pouvait prescrire et pas un andrologue. J'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui une femme me dire « moi, je suis sous testostérone ». J'en interroge plein, je leur pose des questions de ce qu'elles prennent. Il y a certaines qui prennent des traitements hormonaux depuis très longtemps. Elles ne sont pas la majorité, mais j'en trouve. Mais alors, des femmes qui, en plus, prennent de la testostérone, j'en ai jamais vu.
Donc c'est bien que c'est pas si prescrit que ça. Mais non, c'est très, très peu prescrit. C'est très, très peu prescrit parce que je voulais expliquer toute l'histoire et c'est des prescriptions qui ont été complètement abandonnées. Et puis parce qu'aussi, on est dans un monde de peur, dans un monde d'hormonophobie, etc. Alors déjà, elles ont peur des hormones féminines et alors la pilule et tous ces trucs-là, c'est l'horreur. C'est vraiment le truc qu'il faut pas faire aujourd'hui, quoi. Et donc, il y a peu de femmes qui sont traitées pour la ménopause finalement avec des traitements hormonaux. Et les femmes qui sont au courant et les spécialistes qui connaissent bien ces questions-là, finalement, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup. Et en fait, c'est vraiment la médecine sexuelle qui, comme chez l'homme, si vous voulez, le déficit en testostérone, c'est quelque chose que n'importe quel médecin aurait pu diagnostiquer ou pouvait diagnostiquer parce que les symptômes sont évidents, les dosages sont faciles, etc. Sauf que les patients qui ont ces problèmes-là, très souvent, ils viennent d'abord toquer à la porte de la médecine sexuelle parce que, en premier, c'est qu'ils manquent de désir. En premier, c'est qu'ils ont des problèmes d'érection. C'est comme ça qu'on fait les diagnostics. Et du coup, ayant fait les diagnostics et parlant de déficit en testostérone et au travers là aussi de tonnes de recommandations, dont les françaises, parce qu'on en a maintenant, finalement, tous les spécialistes maintenant de l'homme et en particulier primo les urologues, prescrivent de la testostérone, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et puis là, pour les femmes, ça va être les femmes qui vont venir dans nos cabinets à nous parler de leurs difficultés, nous parler de leurs désirs sexuels, qu'on va évaluer. Et effectivement, sachant que, bah, tiens, elle fait ça, on fait ça, etc., parce qu'on va en parler, bah, petit à petit, les mentalités vont évoluer là-dessus aussi. Vous pensez que ça va changer, qu'il va y avoir de plus en plus de prescriptions? Bah, je pense, bien sûr. Comme il y a de plus en plus de prescriptions de testostérone, pourquoi? Parce qu'en France, on avait 0 recommandation. On était en retard de plus de 20 ans par rapport aux sociétés internationales et aux autres pays, y compris les pays à côté de chez nous, l'Italie, l'Allemagne. Et puis, on a fait un gros travail avec nos sociétés savantes pour faire des recommandations. On en a parlé dans les congrès. On a parlé des publications qui étaient plutôt rassurantes, notamment le cancer de la prostate, etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de prescriptions de testostérone chez l'homme. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux parce que quand vous avez un homme qui arrive et qui est fatigué, qui a plus de désir, qui a des problèmes d'érection, qui est un peu déprimé, qui a pris 10 kilos, qui est au bout de sa vie, quoi. 3 mois après, vous le retrouvez souriant et content, quoi. Et 1 an après, il a perdu sa bedaine. Donc c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'en fait, les hommes comme les femmes sont pas faits pour vivre sans ces hormones. C'est comme si on était programmé pour mourir quand les hormones se tarissent. Dans notre société, les femmes, elles ont en gros 85 ans d'espérance de vie. Elles sont ménopausées en moyenne vers 50 ans et parfois avant. Elles passent 40% de leur vie ou 30% de leur vie sans hormones. Avant, ça n'existait pas. Avant, l'espérance de vie d'une femme, c'était tout de suite après la ménopause. Elle vivait 2-3 ans et après, elle était morte au Moyen-Âge, etc. Donc là, la question, évidemment, ne se posait pas. La question, aujourd'hui, c'est la question de notre société, c'est-à-dire qu'on veut bien vivre vieux et longtemps, mais toute la question, c'est comment vivre vieux et longtemps dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, en vieillissant, on y voit moins bien. Est-ce qu'on se dit, mon organisme, il est fait pour voir moins bien de près et tant pis, je ne lirai plus? Ou bien est-ce qu'on se dit, je mets des lunettes pour compenser ça? C'est ça la question. La question, c'est de savoir comment on veut vivre. La question, c'est de savoir si on accepte ça en se disant, bah ok, tant pis, je suis vieux, et puis pendant les 30 ans qui restent, et puis j'ai 50 ans, je suis ménopausée, à 60, j'aurai l'ostéoporose, à 70, je vais me casser la gueule dans la rue et j'aurai une prothèse de hanche. Est-ce qu'on accepte ça ou pas? Et ben, la réponse, elle est individuelle, hein. On n'a pas à décider, nous, corps médical, ni qui que ce soit, d'édicter des trucs. Vous devez faire comme ça, vous devez avoir une sexualité comme ça, vous devez faire les hormones, vous devez ci, vous devez là. Chacun décide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est le centre de tout. C'est pas nous, c'est les patients et les patientes qui décident pour eux-mêmes en fonction de leurs convictions, en fonction de leurs connaissances, en fonction de tas de choses. Après, le problème, c'est que les connaissances, il y en a peu, il y a beaucoup de croyances. Le problème, c'est qu'Internet véhicule beaucoup de choses positives, évidemment. Je dirais jamais le contraire, mais plein de choses qui sont des bruits de couloir, des rumeurs et des trucs. Et les gens, ils savent pas choisir. Parce que pour bien choisir, il faudrait être éduqué, il faudrait avoir lu et lu des choses scientifiques et s'intéresser pas aux blogs et aux discussions entre copines au café le matin.
En ce qui concerne la qualité de vie, donc, est-ce que toutes ces hormones, elles protègent de la démence, des risques cardiovasculaires? La démence, c'est un sujet à l'étude. Rien n'a été vraiment prouvé, mais il semblerait quand même que les hormones féminines chez la femme, il y ait un petit peu moins effectivement de problèmes de maladie d'Alzheimer. Sur le cardiovasculaire, ça a été bien démontré chez l'homme et la testostérone, on est plutôt... Il y a eu des polémiques là-dessus, hein. Il y a eu des polémiques, mais on est plutôt à dire que c'est plutôt bénéfique. Alors, en particulier, il y a une population masculine, c'est les hommes qui souffrent de diabète de type 2. Les hommes qui souffrent de diabète de type 2 ont un homme sur deux dans cette population a un déficit en testostérone, c'est pas rien. Il y a des études qui ont clairement montré qu'on diminuait le risque cardiovasculaire en les traitant et par conséquent, on augmentait leur espérance de vie parce qu'ils meurent de maladies cardiovasculaires. La première cause de mortalité aujourd'hui, c'est la maladie cardiovasculaire. Pour les hommes comme pour les femmes? Pour les hommes comme pour les femmes. Voilà. Et pour les femmes, il y a plutôt cet effet protecteur de prendre un traitement hormonal de la ménopause. Merci beaucoup. C'est très instructif. Je trouve effectivement que on a toute peur de prendre des hormones parce qu'on s'est rendu compte que la pilule affectait quand même beaucoup notre corps. Et en ce cas, moi, je le constate, je me sens mieux sans et je fais confiance à mes œstrogènes pour me protéger et j'apprécie. Et j'ai pas des règles qui sont douloureuses, donc c'est pas un sujet pour moi. Et donc, on a un peu fait l'amalgame entre le mot hormones de la pilule qui sont finalement des hormones suppressives de la possibilité de reproduction avec les hormones qu'on vient ajouter en complément, en mimant en fait la nature une fois qu'on a passé le cap des 50 ans. Et quand on comprend que les ovaires, on l'a pas dit là, mais je l'ai lu dans ce que j'ai préparé pour cette interview, les ovaires vieillissent très très vite, plus vite que le reste du corps. Oui, c'est pour ça qu'on est ménopausé. Mais quand même, vous avez complètement raison de dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre la pilule et le traitement hormonal de la ménopause. Ce n'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. Maintenant, effectivement, certaines femmes tolèrent mal la pilule, mais il ne faut pas jeter la pilule comme ça à la poubelle, parce que la pilule, ça a été une liberté pour les femmes, ça a été une avancée considérable, parce que quand on n'a pas de moyens contraceptifs et qu'on est obligé de calculer sa température ou je sais quoi, son ovulation, ben, on risque fortement de se retrouver enceinte. Que se retrouver enceinte quand on ne l'a pas souhaité, ça peut être catastrophique dans la vie. Parce que dissocier la sexualité de la reproduction, c'est vraiment une avancée majeure. Et que la pilule, effectivement, il y a eu des problèmes pilules avec certaines pilules chez certaines patientes. Mais combien de femmes ont eu une vie tout à fait satisfaisante, agréable et positive, notamment sexuellement, avec la pilule? Entre parenthèses, on accuse la pilule de provoquer une baisse du désir sexuel. Aucune étude n'a mis ça en évidence de façon certaine. Aucune. Après, il faut voir de quelle pilule il s'agit. Si on prend une pilule progestative continue, effectivement, la progestérone baisse un peu le désir sexuel. Si on prend une pilule mini-dosée, équilibrée, qu'on est saine, qu'on a une alimentation saine, une vie saine, qu'on n'est pas obèse et ainsi de suite, la pilule, c'est une chose extrêmement positive. Et au moment de la ménopause et de la périménopause, la pilule, c'est pas mal du tout parce que la pilule, en fait, si on l'a depuis toujours et qu'on peut la continuer, qu'il n'y a pas de contre-indication, parce que je dis toujours les si, et c'est obligé qu'on en tienne compte. Mais la personne qui peut le faire, au moment de la périménopause, en fait, c'est aussi un apport hormonal qui permet finalement de gommer un peu les variations des taux d'hormones qui sont le fait de ce qu'on appelle la périménopause. Ça adoucit en fait les symptômes. Exactement. Ça les lisse, ils sont moins visibles. Exactement. J'en tiendrai compte. Voilà, quand vous aurez des problèmes, venez me voir et puis on en discutera. Ok, merci beaucoup. Voilà, de rien. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.